Chères téléspectatrices et téléspectateurs de Canal Éducation, bienvenue à votre émission Alpha et Beta consacrée à l'alphabétisation et au modèle d'éducation alternative intégrant les langues nationales. Alpha et Beta est un espace d'échange entre experts, praticiens, acteurs de la société civile, opérateurs en alphabétisation et partenaires techniques et financiers autour de problématiques et d'enjeux d'un sous-système dont le rôle dans la construction du capital humain sénégalais reste inestimable. Face à une demande de plus en plus massive et diversifiée en éducation, surtout en éducation des adultes, le numérique et l'intelligence artificielle peuvent jouer un rôle extrêmement important, d'où le thème consacré à ce présent numéro, le numérique et l'intelligence artificielle au service de l'alphabétisation au Sénégal et en Afrique. Quels sont les usages du futur? Pour en parler, nous avons l'immense plaisir d'accueillir sur ce plateau, et en duplex, il faut le préciser, Madame Bénédicte Moulamba d'Africatic. Madame Bénédicte Moulamba, bonjour. Merci d'avoir voulu participer à l'émission Alpha et Beta. Voulez-vous vous présenter et décrire brièvement les actions d'Africatic en faveur de l'éducation, notamment de l'alphabétisation? Bonjour Monsieur Ndiaye, bonjour à tous. Bonjour. Je vous remercie de m'accueillir aujourd'hui dans votre émission. Donc, je me présente, donc je suis Bénédicte Moulamba, cofondatrice d'Africatic. Alors, qu'est-ce que c'est qu'Africatic? Africatic, c'est une plateforme éducative qui a pour objectif de faciliter l'accès à l'éducation de base pour tous, avec des outils et des méthodes qui sont adaptés culturellement. Et déjà, le meilleur moyen, c'est d'aller au plus près des gens, notamment par le téléphone mobile. Donc le numérique, le téléphone, la tablette et l'ordinateur vont être transformés en outils d'apprentissage interactif. Merci beaucoup. Pour commencer, tout d'abord, quels sont, selon vous, les défis auxquels l'alphabétisation est confrontée, notamment pour les femmes qui constituent la frange la plus touchée par ce fléau au Sénégal et en Afrique? Alors, je vais revenir un petit peu sur quelques chiffres pour le Sénégal. Donc, on estime aujourd'hui à un peu plus de 37% de la population, les personnes touchées donc, par l'analphabétisme. Donc, si on le ramène à la proportion de la population du Sénégal, on est à plus de 6 millions d'habitants, de 6 millions de personnes. Donc, évidemment, là, ça englobe à la fois les hommes et les femmes. Aujourd'hui, on va parler plus des femmes parce que c'est le mois de mars, c'est le mois des femmes. Et donc, pourquoi est-ce que les femmes sont encore plus touchées? Alors, c'est notamment la frange des femmes de 44 ans et plus dans les villes, mais également de 34 ans et plus dans les campagnes, en milieu rural, puisque pour ces tranches-là, on est à plus de 50% de personnes analphabètes. Alors, beaucoup d'efforts sont faits. Je pense que vous savez mieux que moi, on pourra revenir dessus. Mais c'est vrai que l'enjeu est colossal parce que ça concerne à la fois l'accès à l'employabilité. Les femmes ont moins accès à la formation professionnelle, à des formations et à des emplois hautement qualifiés. Donc, tout ça va être lié à l'alphabétisation et à ce que l'on appelle plus globalement à l'éducation de base. Compte tenu donc de ce volume important de personnes, notamment de femmes à alphabétiser en Afrique et au Sénégal, et les problématiques que ça pose, pouvez-vous nous dire pourquoi l'alphabétisation des femmes est-elle cruciale pour le développement socio-économique du Sénégal, notamment dans les milieux ruraux? Alors, avant de répondre à votre question, je voudrais revenir juste sur deux concepts, clés. Il y a la notion d'éducation de base. Donc, éducation de base, c'est bien sûr apprendre à lire, à écrire, à compter. Et pour les adultes, ça va être la capacité de former des individus, des femmes qui vont être autonomes, d'abord dans une autonomie personnelle,
et ensuite de pouvoir former donc, des adultes qui vont pouvoir avoir accès à l'employabilité et avoir un rôle économique et social pour la communauté et pour le pays. Donc ça, c'est le premier point. Donc pour y répondre, on parle souvent, je sais que vous aimez bien ce terme, Samba, on parle souvent d'alphabétisation fonctionnelle. Très bien. Parce que, oui, apprendre à lire, à écrire, à compter, c'est important, mais pourquoi? Là, ce qui nous intéresse, et bon, voilà, il y a des définitions que j'apprécie beaucoup de la Confémen, de l'UNESCO, etc. Et ça rejoint aussi notre axe d'Africatique, c'est-à-dire qu'on va on va vouloir former des gens à des compétences directement opérationnelles dans leur quotidien. Donc, ça fait le lien entre l'alphabétisation, mais il y a également tout ce qu'on appelle éducation financière, des connaissances pour développer des activités génératrices de revenus. Et également, aujourd'hui, dans l'éducation de base et l'alphabétisation fonctionnelle, on intègre le numérique parce que on parle beaucoup de la fracture numérique et si on ne veut pas être à la traîne, on doit savoir lire, écrire, mais on doit savoir utiliser son téléphone, savoir utiliser les outils numériques. Donc, par rapport à ça, justement, dans cette idée d'autonomie, donc, ce qui est crucial pour les femmes au Sénégal et en général, pourquoi on va apprendre à lire et à avoir cette autonomie, c'est d'abord pour prendre les bonnes décisions dans la famille. Donc, il y a des enjeux sociaux. Être en capacité d'encadrer les enfants pour le suivi scolaire, de faire de la prévention à l'hygiène et à la santé, également de pouvoir évidemment être des citoyens engagés dans la vie de la cité, c'est-à-dire être des citoyens engagés responsables et notamment dans la prévention des conflits. Et le dernier point, on en parle beaucoup, c'est par rapport à tout ce qui est climatique, avoir le recul nécessaire sur son environnement pour pouvoir faire face aux adaptations des changements climatiques. C'est valable à la fois en ville et à la campagne. Donc ça, c'est d'un point de vue social. D'un point de vue économique, on a toujours les deux axes, c'est-à-dire d'abord, en ayant accès à la lecture, à un certain nombre de compétences, je vais pouvoir accéder à des emplois ou à des tâches, si je suis à mon propre compte, mieux rémunérées, je vais augmenter le niveau de vie de ma famille. Et ça, c'est le premier maillon de la cellule familiale qui va avoir un impact à la fois sur la communauté, le quartier, le village, et bien sûr être favorable au développement global du pays, donc du Sénégal dans notre cas. À vous entendre parler, on peut penser que le système d'alphabétisation qui est en vigueur actuellement dans nos pays, ce système traditionnel, en termes d'infrastructures, en termes de méthodes, en termes d'outils, est de nos jours peu efficace et peu adapté pour relever ces défis. Alors, peu efficace, c'est... on ne peut pas dire ça comme ça, mais l'enjeu est colossal. On parle de millions de personnes. Donc, là aussi, je pense que vous êtes très bien placé pour le savoir. Il y a l'enjeu de construction des salles, de formation des formateurs, des formations des enseignants, des formations des facilitateurs en alphabétisation, de la conception et de la diffusion des contenus, et également de ces contenus ou de la formation multilingue. Ce que je voulais, j'ai pas eu le temps de le dire tout à l'heure, mais on sait que dans beaucoup de pays au Sénégal, un effort important est fourni. Et d'ailleurs, il y a eu un impact important ces dernières années, puisqu'on a noté une amélioration de 17 points entre 2013 et 2023. Je crois que c'est pour les personnes de 10 ans et plus. Donc, il y a un gros effort sur l'alphabétisation, mais ça reste insuffisant. Et
je fais partie des personnes qui pensent que le numérique peut permettre d'être le levier qui peut faire le passage à l'échelle. Juste pour finir, je voulais dire que j'avais eu la chance de rencontrer Monsieur le ministre de l'Éducation, Moustapha Mamba Guirassy, à l'UNESCO à Paris en septembre dernier. C'était la semaine de l'apprentissage numérique. Et évidemment, son souhait, c'est de pouvoir effectuer ce passage à l'échelle, c'est-à-dire d'avoir un impact de masse sur l'éducation générale et l'éducation de base en particulier. Très bien. Pour ce passage à l'échelle, quels sont concrètement les avantages spécifiques du numérique pour l'éducation par rapport aux méthodes d'alphabétisation ou d'enseignement traditionnel, comme nous l'avons évoqué tout à l'heure, notamment pour les apprentissages de base dans les langues nationales? Il y a 3 points sur lesquels j'aimerais revenir. Après, on pourra reparler plus des infrastructures. Mais il y a 3 points, et ce sont 3 points que l'on met vraiment en avant dans notre plateforme Africatique et dans notre expérience d'Africatique. C'est d'abord, le numérique permet d'accéder à un apprentissage de façon ludique. Comment? Par l'interactivité. Voilà, il y a... alors, on ne pourra pas parler de tout aujourd'hui. Il y a l'intelligence artificielle, il y a la réalité augmentée, il y a les MOOC, il y a beaucoup de choses. Mais il y a cet aspect d'apprendre en étant actif. Ensuite, le deuxième point, c'est de pouvoir apprendre dans différentes langues par le numérique. Donc un apprentissage multilingue, c'est-à-dire qu'on va pouvoir apprendre en français et dans les langues nationales. Et le progrès qui a été noté ces 10 dernières années, comme je l'ai dit tout à l'heure, une des grandes explications, c'est qu'on a codifié plus de langues au Sénégal, si j'ai bien compris. Donc on était à 6 langues codifiées, maintenant je crois qu'on a 21 ou 22 langues codifiées. Et donc ça montre l'importance d'apprendre dans sa langue maternelle pour l'éducation de base. C'est valable à la fois pour les enfants et pour les adultes. On entend souvent actuellement je dois comprendre pour apprendre. Si je parle Wolof ou Peul ou Serer, etc., et que je dois apprendre à lire en français, ça me rajoute une difficulté supplémentaire. Donc avec le numérique, vous allez avoir le multimédia, donc vous allez avoir du son, de l'image, des vidéos, et vous allez pouvoir passer facilement, ce qu'on propose dans Africatique, vous allez pouvoir passer facilement d'une langue à l'autre. Le dernier point, donc je reprends l'aspect ludique, donc apprendre par le jeu, la capacité d'apprendre sa langue, apprendre à lire et pouvoir passer d'une langue à l'autre, donc apprendre dans une langue maternelle, et la contextualisation, c'est-à-dire que non seulement je peux apprendre sur le numérique dans ma langue maternelle ou passer d'une langue à l'autre, mais je peux avoir des scénarisations qui vont répondre à mon quotidien. Donc si on reprend les activités génératrices de revenus, je peux avoir des vidéos interactives qui vont me permettre d'apprendre à gérer mon budget, savoir comment développer mon activité. Nous, on a une Coupard qui va nous permettre de valider tous ces concepts, d'apprendre à compter, à budgétiser, en jouant avec les billets. Donc je joue avec les francs CFA et j'apprends à compter comme si j'étais au marché, comme si j'étais dans ma boutique, donc vraiment comme dans mon quotidien. Et ça, c'est la base pour cette alphabétisation fonctionnelle. Et ça, je pense que le numérique permet beaucoup plus facilement de pouvoir créer de nouveaux contenus. C'est pas pour ça qu'on va mettre les livres à la poubelle, mais ça va être complémentaire, à la fois pour l'enseignant, pour le facilitateur, qui va utiliser ces supports dans sa classe ou dans des petits groupes, et également pour les apprenants. Très bien. Qui dit système d'alphabétisation ou dispositif d'alphabétisation efficace pense à la mobilisation de ressources humaines de qualité. Quelle plus-value pourraient en tirer les facilitateurs en général et les enseignants
de l'éducation de base en règle générale? Ça va permettre de diversifier les supports. Donc on peut avoir à la fois des supports papier, des manuels, etc., mais également des supports numériques que l'enseignant, le formateur va pouvoir projeter dans une salle et rendre accessible sur des tablettes ou sur des téléphones. Donc il y a cette capacité à produire des contenus. Il y a le fait que l'enseignant va faire partie, il fait déjà partie d'une communauté pédagogique, mais l'avantage du numérique, c'est de créer, et du téléphone, c'est de créer un lien. Donc, on l'a fait avec vous et avec vos collègues de l'IFAN, etc. C'est-à-dire qu'on peut avoir des compétences, un certain nombre de compétences qui vont être basées à Paris. D'autres compétences, comme avec les linguistes universitaires qui peuvent être basés dans une université à Dakar, à Ziguinchor, etc. L'enseignant qui, lui, connaît sa matière, et chacun va pouvoir apporter son expertise, la mettre en commun, va pouvoir produire des contenus. On peut imaginer qu'un facilitateur en alphabétisation puisse produire des contenus qui vont être à Dakar, qui vont être réutilisés à Paris, au Canada, etc., et inversement. Ensuite, et surtout, il y a ce qu'on appelle le renforcement de capacité, la valorisation. C'est-à-dire que il me semble qu'un des avantages sur l'alphabétisation, un peu comme dans le préscolaire et dans la maternelle, il y a un programme scolaire, mais on est moins, on subit moins la rigidité de ce programme. Moi, je l'ai moi-même vécu comme enseignante. Du coup, ça laisse plus de place pour innover. Et dans ce cas-là, ça veut dire que les facilitateurs en alphabétisation, qui peut-être parfois se sentent pas valorisés à leur juste capacité, à la juste des travaux qu'ils font au quotidien, pourraient être des moteurs d'innovation. C'est eux qui vont pouvoir proposer de nouvelles choses par le numérique, qui pourraient être prises par les collègues du primaire, du secondaire, de l'université. Ça n'empêche pas que les autres vont pouvoir aussi proposer des choses, mais ça va permettre à chacun de valoriser davantage son travail, d'être plus efficace, de proposer des contenus différents. Devant l'ampleur des besoins et la complexité des problématiques, les systèmes éducatifs peuvent fonder un espoir au numérique et à l'intelligence artificielle pour améliorer leurs performances et relever les défis qui se posent à eux. Mais comment la transition numérique peut-elle être adaptée pour surmonter les défis de la connectivité et l'accès à des appareils dédiés, particulièrement pour les femmes vivant dans le monde rural au Sénégal? On ne va pas dire que tout est facile. On a parlé tout à l'heure des obstacles liés aux infrastructures, à la fois de construction de salles de classe, etc. Là, évidemment, il y a aussi des défis à surmonter en termes de connectivité, d'accès à l'électricité, d'équipements, etc. Mais il existe quand même déjà un certain nombre de solutions. Donc, c'est ce que je vais brièvement évoqué. Donc, par exemple, si on est, donc nous, dans ce qu'on a mis en œuvre au Sénégal, en RD Congo, en France, au Mali et dans d'autres pays, il y a des salles de classe qui vont être, donc on peut avoir un vidéoprojecteur avec une tablette. On n'est même pas obligé d'avoir un ordinateur, on peut en avoir, mais pas forcément. Le projecteur est relié à un panneau solaire. Donc là, on va pouvoir, le formateur, le facilitateur va pouvoir projeter son cours, soit juste avec ça et faire participer les personnes comme dans un cours habituel en variant les supports. Également, on peut chacun peut être équipé d'une tablette ou d'un téléphone. Donc il y a l'importance du solaire, il y a l'importance de la souplesse entre ordinateur, tablette et téléphone, et on a aussi mis en œuvre des solutions
où on n'utilise pas forcément un smartphone. Nous avons des partenaires qui ont mis au point un système d'exploitation qui permet de transformer nos vieux téléphones à touche en quasi-smartphone. Ce qui fait qu'on peut y consulter YouTube, WhatsApp et des applications comme Africatic. Donc ça, c'est un coût d'acquisition qui est moindre et qui peut être accessible pour des hommes, pour des femmes en milieu urbain et notamment en milieu rural. En milieu rural, il y a également un certain nombre d'entreprises privées, d'ONG qui proposent des solutions matérielles avec des bornes Wi-Fi ou avec des bornes qui vont permettre d'avoir un réseau local. Donc, de pouvoir se connecter dans un centre de ressources, dans un établissement, dans une zone. Et enfin, nous, dans ce qu'on propose pour Africatic, par exemple, on peut consulter les applications en mode connecté, en étant connecté tout le temps, mais on peut aussi être en mode déconnecté ou semi-connecté. C'est-à-dire que je vais télécharger mon application et pour la consulter, je n'aurai pas forcément besoin d'être connecté. Et on voit bien que pour voilà, des adolescents, des jeunes adultes et des adultes, il y a le téléphone dans ce cas-là peut être une ressource intéressante. Pour les enfants plus jeunes, il y a d'autres solutions, mais pour les adultes, il peut y avoir des solutions. Ça ne veut pas dire que tout ça se fait sans enseignant, c'est tout le contraire. Puisqu'on a parlé de facilitateurs, de formateurs, mais ça va être complémentaire. C'est-à-dire qu'on va pouvoir utiliser le numérique en classe comme ressource supplémentaire et pouvoir accéder à ces contenus numériques depuis chez soi à la maison. Donc, on n'aura pas besoin de se déplacer à chaque fois. On aura une souplesse de temps. Je suis une maman, j'ai mes contraintes par rapport aux horaires de mes enfants, par rapport à l'activité que je fais, si je vends quelque chose, si je vais au champ, etc. Je pourrais y accéder sur mon téléphone au moment où ça m'arrange. Mais j'aurai quand même des rencontres ponctuelles pour pouvoir rencontrer mon formateur, mon facilitateur. Donc, il y a d'autres solutions, mais voilà, nous, on prône vraiment pour des solutions mixtes, pas de laisser les gens seuls dans leur coin avec le numérique. Merci beaucoup, Bénédicte. Avant d'arriver donc à la fin de cette émission-là, vous avez déjà, je crois, fait un tour d'horizon sur le numérique éducatif et son apport dans l'alphabétisation, notamment dans les pays d'Afrique subsaharienne. Quel est votre dernier mot en rapport avec les ambitions qu'Africatic nourrit pour les systèmes éducatifs africains? Donc les ambitions d'Africatic, c'est d'être un partenaire de référence dans l'éducation de base et le numérique. En Afrique subsaharienne, on a aussi des partenaires au Maroc, etc. Donc, dans le plus grand nombre possible de pays. Mais pour passer, je reviens sur ce mot du passage à l'échelle, pour relever le défi et pouvoir faire le passage à l'échelle de ces millions de personnes concernées, je pense qu'on doit passer par des partenariats de type PPP, donc partenariat public-privé, c'est-à-dire de s'engager ensemble entre l'État, les institutionnels, les ONG, les entreprises privées. Et voilà, c'est tous ensemble, tous les acteurs ensemble que nous pourrons y arriver. Voilà, nous sommes Alors, donc, je voulais juste j'ai oublié, Samba, oui. de dire que, bon, moi, aujourd'hui, je suis à Paris. On a des partenaires à Kinshasa, mais bien sûr, je ne voudrais pas oublier l'équipe de Dakar, et notamment Mariam Thiam, qui est à Dakar, qui était avec nous à Paris auparavant et qui est à Dakar pour le développement d'Africatic au Sénégal et dans la sous-région maintenant depuis l'année dernière. Merci beaucoup, Madame Bénédicte, pour ces précisions. Chères téléspectatrices et téléspectateurs, nous arrivons au terme de notre émission. Nous vous remercions pour votre aimable attention. Nous remercions également toute l'équipe de la régie qui a participé à la préparation et à la mise en œuvre de cette émission. Au prochain numéro.